Au dîner d'anniversaire de mes parents, ma sœur Coralie s'est penchée vers moi et a levé son verre. Elle a dit, à la honte de la famille, celle qui croit encore compter. Ma mère, Martine, a ri. Un rire plein et entier. Mon père, Jean-Pierre, a détourné le regard. Je suis restée silencieuse. Mais cette nuit-là, la cruauté de ma famille a tout changé. Cette nuit-là, j'ai décidé de retirer ma signature de leur prêt immobilier, la garantie qui leur permettait d'acheter la maison de leurs rêves. Ils pensaient m'avoir brisée. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de signer la fin de leur pouvoir sur moi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. C'est mon histoire. Avant de plonger dans les détails de cette soirée qui a tout fait basculer, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. C'est parti. Je m'appelle Adeline, j'ai 33 ans. Et ce soir-là, j'étais assise dans un de ces « bouchons » lyonnais réputés du Vieux Lyon. Le genre d'endroit aux nappes blanches amidonnées et aux serveurs si discrets qu'ils semblent glisser sur le sol. C'était le 35e anniversaire de mariage de mes parents, Jean-Pierre et Martine. Et comme toujours, c'est moi qui avais fait la réservation. C'est moi qui avais donné ma carte de crédit en garantie. Et je savais, avec une certitude lassante, que ce serait moi qui paierais l'addition à la fin. Dans ma famille, je n'étais pas vraiment la fille cadette. J'étais le compte en banque. J'avais mis ma plus belle robe, mais je me sentais comme si je portais une armure bon marché. L'ambiance était lourde de faux-semblants. Ma sœur aînée, Coralie, 36 ans, racontait bruyamment ses dernières vacances en Espagne, des vacances que je soupçonnais avoir été financées par un énième oubli de payer son loyer à nos parents. Coralie m'a toujours regardé de haut. Mon travail stable dans une société de logiciels à la Pardieu était ennuyeux, ma vie tranquille dans mon petit appartement de la Croix-Rousse était pathétique. Elle avait des projets, ce qui signifiait surtout qu'elle avait des dettes. Je m'étais entraînée toute la semaine à être neutre. Sourire, hocher la tête, féliciter mes parents, et partir tôt. J'essayais de me convaincre que cette soirée serait différente. Mais au fond de moi, je savais que non. Le champagne est arrivé. C'est là que Coralie s'est levée, sa coupe à la main. Le restaurant était devenu plus silencieux. Elle m'a regardé, un sourire mauvais au coin des lèvres. Je voudrais porter un toast, a-t-elle lancé. Mon père a levé son verre, l'air fier. Ma mère la regardait avec adoration. À papa et maman, bien sûr. Et elle a fait une pause, son regard planté dans le mien. À la honte de la famille, celle qui croit encore compter. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Puis, j'ai entendu un son qui m'a glacé le sang. Ma mère. Ma mère riait. Ce n'était pas un petit rire gêné. C'était un rire franc, amusé, le même rire qu'elle avait quand quelqu'un trébuchait dans la rue. Mon père, lui, n'a rien dit. Il est devenu très intéressé par la bulle de son champagne, comme si elle contenait le secret de l'univers. Ce n'était pas le choc qui m'a paralysé. C'était la confirmation. Toutes les petites humiliations, tous les chèques que j'avais signés, tous les « Adeline, tu peux bien faire ça pour nous », toutes ces milliers de petites coupures des 33 dernières années venaient de s'unir en une seule blessure mortelle. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai senti un calme froid et effrayant m'envahir. C'était le son de quelque chose qui venait de se briser en moi. Définitivement. Ils ont continué à parler, passant à la maison qu'ils étaient sur le point d'acheter. Cette magnifique villa dans les Monts d'Or. Une maison bien au-dessus de leurs moyens, mais que la banque avait acceptée grâce à une seule chose, ma signature. Mon nom en tant que garant. Heureusement qu'on a la banque Adeline pour s'occuper de ça, n'est-ce pas, a gloussé Coralie. Ma mère a hoché la tête, m'adressant un petit clin d'œil complice, comme si nous partagions une blague. J'ai attendu la fin du dessert. Le serveur a posé l'addition, comme par réflexe, juste devant moi. Je l'ai prise. Je n'ai pas regardé le montant. J'ai inséré ma carte. J'ai signé. Je me suis levée. Joyeux anniversaire. Je dois y aller, j'ai du travail demain. Ma mère a eu l'air agacée. Déjà? Tu gâches toujours tout, Adeline. J'ai hoché la tête. Tu as raison.
C'est terminé. Sur le pont Bonaparte, sous la pluie fine de Lyon, je me suis arrêtée. Le vent fouettait mon visage. Il pensait m'avoir brisé. Il ne savait pas qu'il venait de libérer quelque chose de bien plus dangereux, une femme qui n'avait plus rien à perdre. J'ai conduit jusqu'à mon appartement de la Croix-Rousse dans un état second. Mes mains tremblaient si fort sur le volant que j'avais du mal à tenir la trajectoire. J'ai garé la voiture, coupé le moteur, et je suis restée assise dans le silence du parking souterrain. Puis, la réaction a frappé. Je suis rentrée chez moi en courant et j'ai vomi. Le calme froid du restaurant avait disparu, remplacé par une vague de honte et de rage si violente qu'elle me coupait le souffle. J'ai glissé le long du mur de la salle de bain, le carrelage froid contre ma joue, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour les 33 années où j'avais cru que si je travaillais assez dur, si je donnais assez, ils finiraient par m'aimer. Par me voir. Leur rire résonnait dans ma tête. Dans un moment de faiblesse abjecte, je me suis demandé, j'ai fait quelque chose de mal ? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas ? Peut-être que je suis vraiment la honte ? Cette pensée m'a fait encore plus horreur que leur cruauté. Ils m'avaient tellement conditionné que mon premier réflexe était de m'accuser moi-même. J'ai appelé Clément, mon petit ami. Il a décroché, sa voix endormie. Quand il a entendu ma voix, il s'est réveillé d'un coup. Je lui ai raconté. D'une voix hachée, j'ai tout raconté. Il y a eu un silence. Puis, la réaction que je redoutais. L'incrédulité. Attends, ta mère a ri ? Adeline, tu es sûre ? Il n'y a pas eu un malentendu ? Peut-être qu'ils avaient bu ? Cette réaction m'a fait plus mal que le rire de ma mère. J'ai réalisé que pour un étranger, la toxicité de ma famille était tellement extrême qu'elle en devenait incroyable. J'ai dû la prouver. Un malentendu ? Clément, j'ai payé 450 € pour me faire humilier. J'ai raccroché, tremblante de rage. Une minute plus tard, je lui ai envoyé par message les captures d'écran de mes relevés bancaires. Les transferts mensuels à Coralie. Le paiement de l'assurance de la voiture de mon père. L'argent pour le compte d'urgence. Son téléphone a sonné immédiatement. Sa voix avait changé. Adeline ? Mon Dieu. Je suis tellement désolée. Qu'est-ce que tu vas faire ? Dis-moi ce que tu vas faire, je te soutiens à 100%. Je ne sais pas encore, ai-je menti. Mais je savais. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai regardé le jour se lever sur les toits de Lyon. J'ai pris une douche. J'ai mis un tailleur strict. Je n'ai pas mis de maquillage. Je ne voulais pas cacher les cernes sous mes yeux. Je voulais que la prochaine personne que je verrais comprenne que je ne jouais pas. À 8h30, j'étais devant la porte de ma banque, sur le boulevard de la Croix-Rousse. 30 minutes avant l'ouverture. J'étais la première dans la file. À 9h précises, les portes se sont ouvertes. J'ai marché droit vers le bureau de la directrice d'agence, une femme d'une 50aine d'années, Madame Revel. Je me suis assise avant même qu'elle ne m'y invite. Bonjour. Je veux retirer ma garantie pour le prêt immobilier de Jean-Pierre et Martine Durand. Elle a levé les yeux de son ordinateur, surprise. Elle a sûrement vu la panique et la détermination d'acier dans mes yeux. Mademoiselle Durand. C'est une décision très sérieuse. Le dossier a été approuvé grâce à votre garantie. Si vous vous retirez, le prêt sera très certainement annulé. Je sais, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Elle m'a regardé longuement. Cela prendra quelques jours à traiter. Non. Je veux que vous le fassiez maintenant. Je veux que vous appeliez le service des prêts et que vous leur notifiez mon retrait, avec effet immédiat. Je ne quitterai pas ce bureau tant que ce n'est pas fait. Elle a vu que je ne plaisantais pas. Elle a décroché son téléphone. 10 minutes plus tard, elle a imprimé plusieurs formulaires. Vous devez signer ici, ici, et ici. J'ai pris le stylo. Mes mains ne tremblaient plus. J'ai signé. Le son de l'encre crissant sur le papier était le plus beau son que j'ai jamais entendu. Ce n'était pas une signature. C'était une déclaration d'indépendance. C'est fait, mademoiselle Durand. La banque contactera vos parents dans la journée pour les informer que leur accord de prêt est suspendu. En sortant de la banque,
l'air frais du matin m'a semblé différent. C'était l'air de la liberté. Je ne le savais pas encore, mais j'avais 24 heures de paix avant que l'enfer ne se déchaîne. Je suis allé travailler. J'ai passé la journée dans une sorte de brouillard anesthésié. J'ai fixé mon écran, tapé des lignes de code, participé à des réunions. Personne n'a rien remarqué. J'étais devenue une experte pour compartimenter. La Adeline du travail fonctionnait parfaitement. Mais la Adeline intérieure comptait les minutes. Le lendemain matin, à 9h05, mon téléphone a vibré sur mon bureau. Numéro, papa. Mon cœur a fait un bond. J'ai laissé sonner. Il a vibré à nouveau. Et encore. J'ai fini par décrocher. Je n'ai pas dit bonjour. Allô? La voix de mon père n'était pas triste. Elle n'était pas en colère. Elle était froide. Glaciale. La banque vient d'appeler, a-t-il dit. Il y a un problème avec le prêt. Une erreur administrative. Tu dois y aller aujourd'hui et signer à nouveau. Pas de bonjour. Pas de « comment vas-tu » Pas de « qu'as-tu fait » Juste un ordre. Le réflexe de 33 ans de dire « oui, papa » m'a brûlé la gorge. J'ai fermé les yeux. J'ai revu le rire de ma mère. Non, papa. Il y a eu un silence. Je crois que c'était la première fois de ma vie que je lui disais ce mot. Quoi, a-t-il lâché, comme si je venais de parler en martien. Non. Ce n'était pas une erreur. C'était moi. Je me suis retiré de la garantie. J'ai raccroché. Mon téléphone a explosé. Il a sonné. Et sonné. Et sonné. Je l'ai mis en mode silencieux. En 1 heure, j'avais 39 appels manqués de mon père. Puis un message de Coralie. T'es complètement folle ou quoi? Maman est en larmes. Tu es en train de tout foutre en l'air. Règle ça tout de suite. Je l'ai lu. J'ai bloqué son numéro. Avant de vous raconter l'appel de ma mère et croyez-moi, c'était une performance digne d'un Oscar, j'aimerais faire une pause. Cette situation, cette manipulation financière et émotionnelle, c'est quelque chose que beaucoup vivent en silence. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Avez-vous un membre de votre famille qui confond amour et argent? Qui utilise la culpabilité comme une arme? Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Dites-le moi dans les commentaires. L'après-midi, ma mère a appelé. Depuis un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché par erreur. Et là, le grand jeu. Les sanglots. Adeline, mon bébé. Qu'est-ce que tu nous fais? Sa voix était faible, tremblante. La voix qu'elle utilisait quand elle voulait vraiment quelque chose. Ton père, il n'a pas mangé de la matinée. Il fait les 100 pas. Tu sais bien que son cœur est fragile. Cette histoire va le tuer, Adeline. Tu veux tuer ton père? L'accusation était si énorme, si grotesque, qu'elle en a perdu son pouvoir. C'est drôle, maman. Son cœur allait très bien il y a 2 soirs, quand il te regardait rire de moi. Le ton a changé instantanément. Les larmes se sont arrêtées. Mais enfin, ce n'était qu'une blague, s'est-elle écriée, sa vraie voix agacée reprenant le dessus. Tu as toujours été trop sensible. Tu ne sais pas rire de toi-même. Tu gâches tout pour une petite blague. Une blague de 500 000 €, maman? Non. C'est terminé. Je ne signerai plus rien. Vous allez devoir trouver une autre solution. Mais il n'y a pas d'autre solution. C'est Théoï, notre solution, a-t-elle crié. Elle venait de dire la vérité. Je n'étais pas sa fille. J'étais une solution. J'ai raccroché. J'ai regardé mon téléphone. J'avais bloqué ma sœur. J'avais dit non à mon père. J'avais tenu tête à ma mère. Le mur était construit. Je me sentais épuisée, mais pour la première fois, je me sentais droite. Ils avaient utilisé la culpabilité, la colère et le chantage émotionnel. Rien n'avait fonctionné. J'ai verrouillé mon téléphone et j'ai essayé de travailler. Mais je savais qu'ils n'allaient pas s'arrêter là. La phase 2 de leur attaque était sur le point de commencer. Le lendemain, c'est mon oncle Thierry qui a appelé. Le frère de ma mère.
Un homme que je voyais une fois par an à Noël, et qui passait le reste de l'année à emprunter de l'argent à mes parents. Sa voix était mielleuse. Adeline, ma petite. Comment va le travail? Dis-moi, j'ai entendu dire qu'il y avait un petit souci avec tes parents. Tu sais, la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. L'honneur de la famille, ton père. Mon oncle, l'ai-je coupé, poliment mais fermement. Je suis au milieu d'une réunion très importante. Je dois te laisser. Je n'ai pas attendu sa réponse. La machine de guerre familiale était lancée. Puis, la guerre est devenue publique. Ou du moins, semi-publique. Une de mes cousines, la fille de Thierry, a posté un message vague sur Facebook. Quelque chose sur « les enfants ingrats qui oublient tout ce que leurs parents ont fait pour eux, et qui préfèrent leur petit confort égoïste à la santé de leur famille. » Je n'étais pas taguée, mais tout le monde savait de qui elle parlait. Mes tantes ont commencé à aimer la publication. C'était une lapidation sociale. J'ai désactivé mon compte Facebook. Je pensais qu'en coupant les ponts numériques, j'aurais la paix. J'avais tort. 2 jours plus tard, j'ai décidé de faire mes courses au Monoprix de la Croix-Rousse, juste en bas de chez moi. J'avais besoin de sortir, de voir des gens normaux. C'était mon quartier, mon refuge. J'étais dans le rayon des légumes, en train de choisir des avocats, quand j'ai senti une présence. J'ai levé les yeux. Ils étaient là. Mon père et ma mère. Au bout de l'allée. Ils ne faisaient pas leurs courses. Ils m'attendaient. Ma mère tenait un dossier en plastique jaune dans ses mains. Ils m'avaient traqué. Ils avaient conduit jusqu'à mon quartier, étaient entrés dans mon supermarché, pour me coincer. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Je ne pouvais plus m'échapper. Ma mère s'est avancée, arborant son masque de tragédie grecque. Ses yeux étaient rougis. Elle avait dû se frotter les paupières dans la voiture. Adeline? A-t-elle commencé, sa voix tremblante. Mon père l'a coupée. Il s'est approché, son visage dur. Qui, Adeline? Ngang noa nu kose h kisea konge omne, hsksem. Il a dit en vietnamien, pour me déstabiliser, une langue qu'on ne parlait presque jamais, signe. La banque a dit que si tu signes aujourd'hui, ils reconsidéreront. Non, il a dit en français. Reprenons. Mon père s'est approché, son visage dur. Signe, Adeline. La banque a dit que si tu signes aujourd'hui, ils reconsidéreront. Il a sorti un stylo de sa poche. Les gens commençaient à nous regarder. Une dispute familiale dans le rayon bio. Parfait. J'ai secoué la tête. Non. Je ne signerai pas, le visage de mon père est devenu rouge brique. Il a baissé la voix, un sifflement de colère. C'est ce Clément, n'est-ce pas? Ce rien du tout. Il t'empoisonne l'esprit contre ta propre famille. L'accusation était tellement injuste qu'elle m'a donné du courage. Personne ne m'empoisonne l'esprit, papa. Je reconnais juste enfin la saveur du poison que vous me servez depuis 33 ans. Maintenant, laissez-moi tranquille. J'ai poussé mon caddie. Ma mère a attrapé mon bras. Tu ne peux pas nous faire ça. Après tout ce qu'on a fait pour toi, a-t-elle crié. Les gens nous dévisageaient ouvertement maintenant. J'ai retiré mon bras. Tout ce que vous avez fait? Ou tout ce que j'ai fait pour vous? J'ai tourné les talons et j'ai abandonné mon caddie au milieu de l'allée. Je suis sortie du magasin en tremblant. J'ai entendu ma mère hurler derrière moi, « Tu le regretteras quand nous serons morts. » Sans me retourner, j'ai crié par-dessus mon épaule, « Je le regrette déjà pendant que vous êtes en vie. » Cette nuit-là, je suis rentrée tard, après avoir marché pendant des heures pour calmer mes nerfs. Mon quartier ne me semblait plus sûr. En me garant dans ma rue, sous le faible halo d'un lampadaire, j'ai vu quelque chose. Je me suis approchée de ma voiture. Mon pneu avant était à plat. J'ai d'abord cru à une simple crevaison. Mais en me penchant, j'ai vu la coupure. Nette, profonde. C'était une entaille faite au couteau. Mon pneu avant était lacéré. Le sang s'est retiré de mon visage. Ce n'était plus du chantage émotionnel. C'était une menace physique. Il m'avait coincé dans une épicerie et maintenant il vandalisait mes biens.
J'ai réalisé qu'il me restait une dernière porte ouverte qu'il pouvait exploiter. Le vandalisme de ma voiture a été un électrochoc. La peur s'est transformée en une colère froide, calculatrice. J'ai appelé une dépanneuse, j'ai payé 150 € pour un nouveau pneu, et j'ai pris une décision. Il m'avait attaqué là où je vivais. Il m'avait attaqué physiquement. Je me suis souvenu. Il y avait une autre connexion financière. Une connexion que j'avais bêtement laissée ouverte. Il y a 5 ans, j'avais ouvert un compte d'épargne joint. Un fonds d'urgence familial. L'idée était que si mes parents avaient un problème de santé, une inondation, ils pourraient y accéder. J'y avais mis 2000 € de ma poche pour démarrer, et j'avais configuré un virement automatique de 100 € par mois. J'avoue que je ne le vérifiais presque jamais. Je suis rentré chez moi, mes mains sentant encore le caoutchouc du pneu neuf. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai tapé mes identifiants bancaires. J'ai cliqué sur le compte joint. Mon cœur s'est serré. Le solde était de 52,14 €. J'ai ouvert l'historique des transactions. C'était un cauchemar. Une mort par 1000 petites coupures. Ce n'était pas de grosses sommes. Jamais. C'était ça, le plus vicieux. 150 € ici, libellé, dîner d'urgence. 220 € là, pour une réparation voiture imprévue, alors que je payais déjà leur assurance. 90 € pour des tenues de récital, mes nièces. 180 € pour un remboursement ami. Encore et encore. Toujours juste sous la barre des 300 €, le seuil qui aurait pu déclencher une alerte. Ils piochaient dedans depuis des années. Mon fonds d'urgence était devenu leur fonds de roulement pour leurs petits extras. Le dîner d'urgence de 150 € datait de la semaine avant l'anniversaire. Ils avaient utilisé mon propre argent pour financer le champagne que Coralie m'avait craché au visage. Cette fois, je n'ai pas vomi. Je n'ai pas pleuré. Je suis allée à la banque le lendemain matin. J'étais devenue une habituée. Madame Revel, ai-je dit, en m'asseyant. Je vois que le compte joint numéro 45B a été vidé. Elle a vérifié. En effet, il semble y avoir eu de nombreuses petites transactions. Je veux le fermer. Définitivement. Mais, mademoiselle Durand, votre mère est aussi titulaire? Je m'en fiche. Je suis la seule à l'alimenter. Regardez les virements. Je veux retirer mon nom, transférer les 52 € restants sur mon compte principal, et fermer cet accès. Immédiatement. Encore une fois, elle a obéi. Peut-être qu'elle comprenait. 15 minutes plus tard, le compte était clos. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Ma mère. Cette fois, il n'y avait ni larmes, ni supplications. Juste de la glace. Une fureur pure, froide, que je n'avais jamais entendue. Pourquoi le compte est vide? Pas de bonjour. Je l'ai fermé, maman. Tu n'avais pas le droit, a-t-elle sifflé. Je n'avais pas le droit? C'était mon argent. Vous l'avez vidé pour des dîners et des bêtises. Mais nous en avions besoin, a-t-elle crié. Nous avions besoin de cet argent cette semaine. Pour une autre urgence? Comme un nouveau pneu, peut-être? Il y a eu un silence glacial. Elle n'a pas nié. Tu es devenue quelqu'un de mauvais, Adeline. Quelqu'un de dur. Non, maman. Je suis juste devenue quelqu'un qui ne se laisse plus faire. Au revoir. J'ai raccroché. Je pensais avoir coupé le dernier fil. Je pensais que c'était fini. Mais plus tard dans l'après-midi, quelqu'un a frappé à ma porte. Pas poliment. C'était un coup sec, exigeant, qui faisait trembler le bois. J'ai regardé par le Judas. C'était Coralie. J'ai regardé par le Judas. Coralie. Elle avait l'air furieuse. Ses cheveux étaient en bataille, son visage était rouge de colère. Elle tenait le fameux dossier jaune dans sa main. Mon premier réflexe a été de ne pas bouger. De prétendre que je n'étais pas là. Mais elle a recommencé à frapper, plus fort cette fois. Adeline. Ouvre. Je sais que tu es là. Arrête de faire ta gamine. Des voisins ont ouvert leur porte dans le couloir.
Je ne pouvais pas la laisser faire une scène. J'ai déverrouillé. J'ai entrouvert la porte, la chaîne de sécurité toujours en place. Qu'est-ce que tu veux, Coralie? Elle n'a même pas dit bonjour. Elle a essayé de pousser la porte. La chaîne s'est tendue. Arrête tes conneries et signe ça, a-t-elle craché, en brandissant le dossier. C'est ridicule. Tu mets tout le monde dans l'embarras à cause de ton petit caprice. Mon petit caprice, ai-je répété, ma voix dangereusement calme. Le fait que tu m'aies humilié devant toute la famille? Le fait que vous vandalisiez ma voiture? Elle a levé les yeux au ciel. Oh, arrête. C'était une blague. Et pour ton pneu, t'as qu'à pas te garer comme une idiote. Signe, c'est tout. Non. J'ai commencé à refermer la porte. C'est là qu'elle l'a fait. Elle a glissé son pied dans l'entrebâillement, bloquant la porte. Tu ne peux pas nous faire ça, a-t-elle sifflé, en essayant de forcer le passage. Maman et papa vont perdre la maison. Tu t'en fous de ça? C'est vous qui allez perdre la maison. Pas moi. Retire ton pied, Coralie. Non. Je ne bougerai pas tant que tu n'auras pas signé. La peur m'a envahi. Le pneu l'a serré. Maintenant, elle essayait de forcer l'entrée de mon appartement. C'était une violation. Une violation de mon espace, de ma sécurité. J'ai regardé son pied, puis son visage plein de haine. Adieu la peur. Bonjour la rage. J'ai dit, retire ton pied. J'ai débloqué la chaîne, j'ai ouvert la porte d'un coup sec pour la déséquilibrer, puis je l'ai refermée de toutes mes forces. Elle a hurlé de surprise et de douleur, retirant son pied juste à temps. La porte a claqué avec un bruit sourd et final. J'ai tourné le double tour de clé. J'étais adossée à la porte, en nage, tremblante. J'entendais sa voix étouffée dans le couloir, hurlant des insultes. Tu vas le regretter. Tu n'es qu'une connasse égoïste. Une honte. Puis j'ai entendu un voisin lui dire de se calmer ou il appellerait la police. J'ai entendu ses pas s'éloigner en trombe. Je suis restée contre la porte pendant 10 minutes, le cœur battant à tout rompre. Ils avaient essayé de me coincer. Ils avaient vandalisé ma voiture. Ils avaient essayé de forcer l'entrée de chez moi. Ils avaient franchi toutes les limites. Le lendemain, j'ai compris qu'il leur en restait une. J'ai reçu un email de mon propriétaire. Un homme charmant, qui m'avait toujours fait confiance. Son email était court et gêné. Chère Adeline, j'ai reçu un appel anonyme hier après-midi. Une personne inquiète m'a informé que vous aviez des problèmes psychologiques et que vous criez souvent seul dans votre appartement. Elle s'inquiétait pour la sécurité de l'immeuble. Je ne prends pas cela au sérieux, bien sûr, mais je tenais à vous en informer. Ils avaient essayé de me faire expulser. Ils avaient essayé de me faire passer pour folle auprès de l'homme qui me logeait. C'était le coup de trop. La guerre n'était plus financière ou émotionnelle. Elle était totale. Et j'allais y mettre un terme. J'ai lu l'email de mon propriétaire 3 fois. Mes mains ne tremblaient plus. J'étais entrée dans une nouvelle phase. Le calme calculateur. Ils avaient attaqué ma maison, ma sécurité, ma réputation. J'ai appelé Clément. Ma voix était plate. Ils ont appelé mon propriétaire. Ils ont dit que j'étais folle et que je représentais un danger. Silence. Prends un avocat, a-t-il dit, sa voix dure comme de la pierre. Maintenant. Je paie. Je t'envoie le nom d'un ami. Il est spécialisé dans le droit de la famille. Il s'appelle Maître Dubois. 1 heure plus tard, j'ai fait 2 choses. Premièrement, j'ai ouvert ma boîte mail. J'ai créé un nouveau message. Destinataire, papa, maman, Coralie, oncle Thierry, et les 3 cousines qui avaient aimé le post Facebook. Objet, notification formelle de cessation de contact et d'activité frauduleuse. Le corps du message était court, rédigé comme un document légal. À compter de ce jour, toute tentative de contact de votre par appel, message, visite, ou contact par tiers interposé sera considérée comme du harcèlement. Toute nouvelle tentative d'utiliser mon nom, ma signature,
ou mes informations personnelles à des fins financières ou autres sera considérée comme une fraude et une usurpation d'identité, et sera immédiatement signalée aux autorités compétentes. Toute communication future doit désormais passer exclusivement par mon avocat. J'ai signé. J'ai envoyé. La réponse a été quasi immédiate. Un message de mon oncle Thierry. Arrête tes bêtises, Adeline. On ne fait pas de procès à sa famille. Tu te couvres de ridicule. Je n'ai pas répondu. Deuxièmement, j'ai appelé Maître Dubois. J'ai eu un rendez-vous l'après-midi même. Son bureau était dans le 6e arrondissement, impersonnel et cher. J'avais honte. J'avais honte d'être assise là, à 33 ans, pour expliquer à un étranger que ma propre famille me harcelait, me volait, et me diffamait. Je me sentais sale. Mais Maître Dubois n'a pas sourcillé. Il a écouté. Il a pris des notes. Quand j'ai eu fini, il a posé son stylo. Vous n'êtes pas la première, mademoiselle Durand, a-t-il dit d'une voix posée. Et vous ne serez pas la dernière. Ce que vous décrivez, c'est un cas classique d'abus financier et de harcèlement. Nous allons ériger un mur légal. Le mot « mur » m'a plu. En 1 heure, nous avions tout mis en place. Une lettre de « mise en demeure » formelle, envoyée en recommandé avec accusé de réception à mes parents, à Coralie, et à l'oncle Thierry, leur interdisant tout contact sous peine de poursuite pour harcèlement. Une révocation de toute procuration existante. J'en avais signé une pour mes parents il y a 10 ans, au cas où. Je l'avais oublié. Une mise à jour complète de mon testament. J'ai tout légué à Clément et à une association caritative. Ma famille était explicitement déshéritée de la quotité disponible. Une demande officielle à mon propriétaire pour documenter l'appel diffamatoire, au cas où. En sortant du bureau, je me sentais plus légère. J'avais un allié. Un allié professionnel. La lettre de l'avocat était une ligne tracée dans le sable. Un mur. J'espérais que ce serait suffisant. Mais je sous-estimais encore leur niveau de désespoir et leur stupidité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? 1 semaine s'est écoulée. 1 semaine de silence absolu. Pas d'appel. Pas de message. Pas de visite. Le courrier recommandé de Maître Dubois avait dû faire son effet. La menace de poursuite judiciaire avait calmé tout le monde. J'ai recommencé à respirer. J'ai mieux dormi. J'ai même recommencé à faire mes courses au Monoprix sans regarder par-dessus mon épaule. Peut-être que c'était enfin terminé. Puis, mon téléphone de travail a sonné. C'était la DRH. Bonjour Adeline, c'est Chantal. J'ai une question un peu étrange pour vous. Mon estomac s'est noué. Nous avons reçu un appel ce matin. Une femme s'est fait passer pour vous. Quoi? Oui, elle avait l'air très pressée, un peu paniquée. Elle a dit qu'elle avait un contrôle fiscal imprévu et qu'elle avait besoin d'urgence d'une copie de ses fiches de paie des 6 derniers mois. Elle nous a demandé de les envoyer par email à une nouvelle adresse, une adresse Gmail qui ne ressemble pas du tout à la vôtre. J'ai failli lâcher le téléphone. Est-ce que vous l'avez fait? Ai-je réussi à articuler? Bien sûr que non, a dit Chantal, presque vexée. La voix ne vous ressemblait pas du tout, et la procédure est stricte. Nous avons tout de suite flairé l'arnaque. Nous avons juste pensé que vous devriez être au courant, au cas où quelqu'un essaierait d'usurper votre identité. La voix, elle était comment? Ai-je demandé, sachant déjà la réponse. Un peu plus âgée que vous, je dirais. Assez autoritaire, mais elle essayait de pleurnicher. Ma mère. Ce n'était pas Coralie. C'était ma mère. Elle avait appelé mon employeur. Elle avait tenté de se faire passer pour moi. Pour obtenir mes fiches de paie. Pourquoi? La réponse était évidente. Pour compléter leur dossier de prêt. Pour montrer à la banque que Adeline avait des revenus, même sans sa signature de garantie. C'était une tentative de fraude. Merci, Chantal. Merci infiniment de ne rien avoir envoyé. Je gère une situation familiale compliquée. J'ai raccroché.
J'étais au-delà de la colère. J'étais dans un état de choc froid. Il voulait mon identité. J'ai appelé Maître Dubois. Cette fois, sa voix n'était plus calme. Il était furieux. C'est une infraction pénale, mademoiselle Durand. Usurpation d'identité. C'est très grave. Il a immédiatement contacté la Banque de France pour placer une alerte à la fraude de niveau maximum sur mon dossier. Toute demande de crédit, tout mouvement suspect associé à mon nom déclencherait une vérification manuelle approfondie. Pendant que tout cela se mettait en place, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était ma cousine éloignée, celle dont la mère avait partagé le post Facebook. Mais sa voix était tremblante. « Adeline ? C'est Sophie. Écoute, je sais qu'on ne se parle pas, mais j'ai appris ce que tu as fait. Que tu leur tenais tête. Oui. Je voulais juste te dire merci. » Elle a fondu en larmes. Coralie, elle m'a escroqué 5 000 € il y a 2 ans. Pour un de ses projets. Elle m'a juré de me rembourser. Elle a disparu. Mes parents m'ont dit de laisser tomber, pour la paix des familles. J'ai failli perdre ma voiture à cause d'elle. J'étais stupéfaite. Tu as fait ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, Adeline. Tu t'es défendue. J'ai raccroché, le cœur lourd mais l'esprit clair. Je ne me battais pas seulement pour moi. Je me battais contre un schéma de parasitisme. Un schéma qui avait fait d'autres victimes. Et l'ennemi venait de tenter sa dernière carte, sans même le savoir. Le coup de fil de ma cousine Sophie a changé quelque chose en moi. La honte avait disparu. Je n'étais pas la honte de la famille. J'étais la première à avoir brisé le silence. Quelques semaines plus tard, Maître Dubois m'a appelé. « Bonjour Adeline. J'ai de bonnes nouvelles. Dites-moi. » La banque qui gérait le prêt de vos parents m'a contacté. Il y a eu une nouvelle tentative. Une nouvelle demande de prêt a été déposée. Mon cœur s'est arrêté. Et alors ? Et alors, grâce à nos alertes, ils ont tout vérifié. Votre nom apparaissait à nouveau comme garant. Mais, je n'ai rien signé. Je sais. La signature était une falsification grossière. Ils ont dû récupérer une de vos anciennes signatures et la scanner. J'en avais le souffle coupé. Faux et usage de faux. Ne vous inquiétez pas, a continué l'avocat. La banque a non seulement rejeté la demande sur le champ, mais elle a aussi fait ce qu'elle devait faire. Elle a signalé vos parents et votre sœur à la Banque de France pour tentative de fraude. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils sont fichés. Fichés à la Banque de France. Pour les 5 prochaines années au moins, ils ne pourront plus obtenir le moindre crédit. Nulle part. Pas même pour un téléphone portable. C'est terminé. Ils sont financièrement neutralisés. J'ai remercié l'avocat et j'ai raccroché. Je n'ai pas ressenti de joie. Je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti la faim. Le silence après une longue et bruyante explosion. 6 mois ont passé. 6 mois de silence total. Pas un appel. Pas un message. Comme s'ils avaient été effacés de la surface de la Terre. J'ai changé de numéro de téléphone, juste au cas où. Clément a emménagé avec moi, dans mon appartement de la Croix-Rousse. La vie a continué. Un jour, la curiosité m'a emporté. Je prenais la voiture pour aller voir un client à l'extérieur de Lyon. J'ai fait un détour par les Monts d'Or. Je suis passé devant l'adresse. La maison de leurs rêves était là. Mais elle n'était pas à eux. Il y avait un grand panneau planté dans le jardin mal entretenu. Vendu par la banque. Le prêt avait été annulé. La vente avait échoué. Je me suis garé un peu plus loin et j'ai regardé. Je pensais ressentir de la joie, de la vengeance, quelque chose de fort. Mais je n'ai ressenti qu'un vide triste. Le deuil d'une famille qui aurait pu exister, mais qui avait été dévorée par sa propre avidité. Je ne suis pas sorti de la voiture. J'ai juste regardé pendant 1 minute, puis j'ai redémarré et je suis parti. Ce soir-là, un numéro inconnu m'a envoyé un message. Coralie. J'espère que tu es contente. Ils ont tout perdu. J'ai regardé le message. Ils ont tout perdu. Non,
ai-je pensé. Ils ont juste perdu ce qui n'a jamais été à eux. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le numéro. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai regardé le dossier sur mon bureau, celui que j'avais d'abord appelé « preuve » et que j'avais renommé « preuve de paix ». Il contenait tout. Les scans, les relevés, les emails, les captures d'écran. L'archive de ma guerre. Je l'ai regardé longuement. Puis, j'ai cliqué droit. J'ai fait glisser le dossier vers la corbeille. Et j'ai cliqué sur « Vider la corbeille ». Je n'avais plus besoin de preuves. J'étais libre. J'avais effacé mon passé numérique. Mais le passé n'en avait pas tout à fait fini avec moi. Il restait une dernière lettre, un dernier écho de l'ancienne vie, qui était déjà en route. Quelques semaines plus tard, une lettre est arrivée. Pas de nom d'expéditeur. Juste mon adresse, écrite d'une main que je reconnaîtrais entre mille. L'écriture ronde et penchée de ma mère. Mon cœur n'a pas bondi. Je n'ai pas eu peur. J'ai juste ressenti une immense lassitude. Je l'ai ouverte. Clément était à côté de moi, préparant le dîner. Il m'a vu tenir le papier et s'est arrêté. Je l'ai lu à voix haute. Chère Adeline, j'espère que cette lettre te trouve bien. Ton père et moi, nous avons déménagé dans un petit appartement. C'est difficile. Nous n'avions pas réalisé à quel point nous comptions sur toi jusqu'à ce que nous ne le puissions plus. Ton père ne va pas bien. Son cœur, il est très fatigué. Coralie traverse aussi une période difficile, elle a dû vendre sa voiture. Nous avons tous fait des erreurs. Mais toi aussi, Adeline. Tu as été très dure. Peut-être qu'un jour, quand les choses seront calmées, nous pourrons nous revoir et tout recommencer. Avec amour, maman. J'ai fini de lire. J'ai regardé Clément. Il était furieux. Toi aussi tu as fait des erreurs, a-t-il sifflé. C'est une blague? Je n'ai pas ri. J'ai secoué la tête. Non, ai-je dit. Ce n'est pas une blague. C'est la fin. Pas un mot d'excuse. Pas une once de responsabilité. Juste une dernière tentative de me culpabiliser et de sanctuariser leur statut de victime. Une tentative de me ramener à leur niveau, de dire que ma réaction à leur abus était aussi grave que l'abus lui-même. J'ai plié la lettre soigneusement. Je ne l'ai pas déchirée. Je l'ai mise dans un tiroir, celui où je garde les vieux manuels d'utilisation et les stylos qui ne marchent plus. J'ai déjà recommencé, maman, ai-je murmuré à la pièce vide. Au printemps, Clément et moi avons pris des vacances. Nous sommes partis à Cassis. Loin de Lyon, loin des immeubles gris, loin du passé. Nous avons marché dans les calanques. Nous avons mangé des fruits de mer sur le port. Nous n'avons presque pas parlé de ma famille. Le dernier soir, nous étions assis sur notre balcon, à regarder la mer devenir violette sous le crépuscule. Tu te sens coupable, parfois, m'a-t-il demandé doucement. J'ai réfléchi longtemps. J'ai regardé les vagues s'écraser. La culpabilité, ai-je commencé, c'est ce qu'ils m'ont appris à ressentir. C'est leur langue maternelle. C'est la première chose que j'ai apprise. Si maman était triste, c'était de ma faute. Si papa était en colère, c'était de ma faute. Si Coralie échouait, c'était de ma faute. J'ai tourné mon regard vers lui. Mais la paix, Clément, la paix, j'ai dû l'apprendre toute seule. Comme une langue étrangère. C'est difficile. Je fais encore des fautes de grammaire. Mais chaque jour, je la parle un peu mieux. Il m'a pris la main. J'ai souri. La banque Adeline est fermée. Définitivement. Et elle ne rouvrira jamais. Mon voyage a été long et incroyablement douloureux. Mais il m'a appris une chose essentielle que j'aimerais partager avec vous, non, est une phrase complète. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous avez le droit de protéger votre paix, votre santé mentale et vos finances, même contre les personnes qui partagent votre sang. Vous avez le droit de construire vos propres murs. C'est mon histoire. Mais je sais, et je l'ai appris, que je ne suis pas la seule. Si vous avez vécu une situation similaire, si vous avez dû lutter pour établir des limites, même si cela vous a coûté une relation, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous.
Votre histoire pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver son propre chemin hors de l'obscurité. Merci infiniment de m'avoir écouté.